Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Si on se plonge dans les livres d'histoire, les femmes sont quasiment inexistantes. Alors qu'elles ont lutté à côté des hommes pendant les révolutions, qu'elles ont gagné des combats pour plus d'égalité, plus de droits sociaux et politiques, qu'elles se sont levées à travers le monde au prix de leur vie parfois pour plus de liberté. Les femmes ont aussi travaillé à des avancées scientifiques majeures, mais souvent, c'est leur mari ou leur collègue homme qu'on a retenu. Or, quand on est une petite fille, il faut des modèles de référence pour pouvoir se projeter dans des rôles clés. Et c'est l'un des objectifs du projet dont on va vous parler ce soir. Héroïnoscope, c'est un jeu de cartes pour redécouvrir des femmes inspirantes et lever le voile sur une part cachée de notre histoire. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en studio Evelyne Pinchemaille et Laudine Lahaye. Bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez toutes les deux pour Soralia, mouvement féministe et solidaire, enseignement femmes prévoyantes socialistes. C'est Soralia qui a développé ce jeu Héroïnoscope. Alors, Evelyne Pinchemaille, vous êtes chargée de communication et de projet pour les différentes associations liées à Solidaris à Liège. Et Laudine Lahaye, vous êtes chargée d'études au secrétariat général de Soralia. Alors, j'avais envie de vous poser une question un peu personnelle pour commencer. Est-ce que vous, toutes les deux, ça vous a manqué dans votre enfance des livres, des jeux qui mettaient en avant des femmes audacieuses, intelligentes, révolutionnaires ? Alors, moi, je peux déjà dire oui, mais un grand oui, parce qu'en fait, je cherchais vraiment des héroïnes auxquelles m'identifier. J'avais trouvé Fantomette, Alice Détective, les Cat Size en dessin animé, mais alors c'est tout ce que j'avais trouvé. J'étais à la bibliothèque du village, j'ai écumé toute la bibliothèque, je trouvais rien qui me parlait. Et moi, les princesses, c'est pas mon truc du tout. Donc ça a été assez compliqué et ça m'a aussi donné en fait un petit peu du mal à me projeter. Par exemple dans une carrière scientifique parce que j'avais pas beaucoup de modèles auxquels me référer en fait. Mmh. Oui, bloqué effectivement un peu dans les choix à faire en se disant que c'était pas ouvert aux femmes. Laudine Lahaye, est-ce qu'effectivement il y a un moment où vous vous êtes dit ça me manque ? Moi, ce dont je me souviens, c'est pas tellement que ça me manquait, mais quelque chose qui m'avait très fort marqué, c'était à l'école quand on m'a appris la grammaire et qu'on m'a dit que le masculin l'emportait sur le féminin. Ça, je me souviens que ça m'avait complètement choquée. Je ne comprenais pas en fait comment c'était possible, si petite pourtant. Et puis après, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, mais voilà, cette règle-là, ça fait partie du processus d'invisibilisation des femmes à travers l'histoire. Donc voilà, c'est déjà une façon. Le tout est lié. Voilà. Mais on va en parler effectivement, mais avant de poursuivre cette discussion, je propose qu'on donne la parole à Berthe Sauvenier. Alors Berthe Sauvenier, en fait, et sa petite fille Camille Moulin, elles viennent de Liège, enfin de la région liégeoise. Berthe Sauvenier, elle habite à Flémal. Elle a déjà un certain âge, comme elle le dit elle-même. Plus jeune, elle était monitrice dans les maisons de vacances des femmes prévoyantes socialistes. Et c'est elle, donc Berthe Sauvenier, et sa petite fille Camille, qui sont à l'origine de ce jeu Héroïnoscope. On a interviewé Berthe par téléphone, on lui a demandé comment ce jeu était né. Je vous propose qu'on l'écoute. Eh bien, je joue beaucoup avec ma petite fille au jeu de table. Et un jour, nous avons joué à un jeu, ligne de temps, et il fallait placer des personnages et des objets. Par exemple, depuis quand mange-t-on avec la fourchette, etc. Et ma petite fille m'a fait la remarque à la fin du jeu en me disant « Mais il y a pour ainsi dire pas de femme dans ce jeu-là. Il n'y a que Cléopâtre, Marie Curie et encore un autre personnage que j'ai oublié, donc c'était tout. Je n'avais pas plus. » Et alors, on a eu l'idée, toutes les deux, on ferait bien un jeu où les personnages sont féminins et où plutôt que des objets, des combats féminins, comme par exemple le combat pour l'avortement. Donc, ça a été quand même un travail de recherche parce que dans les années 1900 et au XXe siècle, on en avait assez bien. Mais avant, c'était plus difficile de trouver ces personnages. Je dois dire que la bibliothécaire nous a également beaucoup aidés pour cela, parce que nous ne connaissions pas toujours toute l'histoire de ces personnes. Voilà.
Du coup, est-ce qu'il y a des profils de femmes qui vous ont marqué, des choses qui vous ont marqué dans vos recherches, des choses qui vous ont étonné, que vous avez découvertes, que vous ignoriez peut-être? D'abord, ma petite fille, elle a été fort étonnée, elle, des dates. Quand je vous disais la pilule, depuis quand on l'a, les centres de consultation prénatale, et puis elle a été étonnée pour la première fois que les femmes en Belgique ont pu voter. Moi, personnellement, c'est plutôt des personnes de combat, comme par exemple le combat des femmes en 60 pour travail égal, salaire égal pour les hommes et les femmes. Et malheureusement, ce salaire égal n'est toujours pas d'actualité. Il y a des choses que vous-même, vous avez connues en tant que jeune femme. En tant que jeune femme, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que je gagnais ma vie et que pour avoir livré d'épargne, pour avoir un compte, il fallait la signature de mon mari. Ça m'a vraiment choquée à l'époque. Et j'ai beaucoup discuté avec la banque, etc., pour arriver à pouvoir ouvrir ces comptes. Ce qui m'a également beaucoup touchée, c'est l'arrivée de la pilule, bien sûr, car notre vie a complètement changé à ce moment-là. Le fait de pouvoir, avec moins de crainte, éviter d'avoir un enfant quand on ne le désirait pas. Ça a été un bouleversement, ça. Car les moyens contraceptifs avant étaient fort délicats, pas toujours sûrs. Personnellement, j'ai même dû aider mes jeunes élèves à aller dans les centres de prénatal pour avoir cette pilule, et parce qu'elle nous est pas téléphoné. Donc là aussi, j'ai aidé mes jeunes élèves. Voilà. Alors, j'ai encore une question. Pourquoi est-ce que c'est important que les nouvelles générations soient informées de ces grands profils de femmes féministes et aussi de cette ligne du temps et de ces grands événements? Parce qu'il y a quand même un risque que l'on supprime certains des avancées féministes qu'on a eues par certains gouvernements, et aussi pour qu'elles se rendent compte qu'il y a eu des femmes dans tous les métiers, et que bien souvent on disait que c'était un monsieur, un homme qui avait fait cette découverte, alors que non, cette découverte avait été faite par une femme. C'était lui qui recevait le prix, et on ne parlait pas de la dame qui était derrière. C'est par exemple ça a été le cas de Marie Curie au début. J'aimais que toutes ces jeunes femmes actuelles se rendent compte qu'au niveau sportif, artistique, politique, elles avaient leur place. Voilà, alors j'ajouterais que Berthe dit très fière de ce projet et contente de la collaboration avec Soralia, donc je vous transmets ses remerciements à toutes les deux. Alors, Berthe le dit dans cet extrait, elle a elle-même vécu une série de révolutions pour les femmes, comme la création d'un compte bancaire pour elle-même qu'elle a pu faire enfin sur l'accord de son mari. Des choses qui paraissent vraiment évidentes aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi un des objectifs du jeu, c'est de montrer qu'il y a certaines évolutions, certains droits sociaux, politiques, où on a l'impression que ça a toujours été acquis, ça a toujours été comme ça, mais c'est important de montrer que non, ce n'est pas le cas, et que finalement, ce sont des évolutions assez récentes. Oui, je pense tout à fait que c'est un des objectifs, et on a toujours l'impression que l'histoire évolue toujours vers un mieux, que les femmes n'ont jamais eu de droits, et puis que maintenant elles vont toujours vers plus de droits, mais en fait c'est un mouvement de balancier dans l'histoire. Il y a des périodes où elles ont eu plus de droits, des périodes où elles en ont eu moins, et puis voilà, ça balance comme ça dans l'histoire. Et par exemple, si on prend la période du Moyen-Âge,
on a tendance à considérer que le Moyen-Âge, c'est une période barbare, où les femmes n'avaient pas de droit, mais si on étudie la période du Moyen-Âge, c'est une période où les femmes étaient quand même, en tout cas la première partie du Moyen-Âge, où elles avaient quand même toute une série de droits, et notamment d'accès à certaines professions. Et des noms de professions ont disparu, comme bâtisseuses de cathédrales, artisanes, troubadours, enlumineresses, miresses, donc les femmes médecins, c'était des professions donc, qui étaient exercées aussi par les femmes. Donc c'est absolument incroyable de se rendre compte qu'en fait... il y a eu un recul, du coup, à un moment dans l'histoire, avant d'avoir une nouvelle avancée. Et particulièrement à la Renaissance, où là, c'était une période assez tragique pour les femmes. Et je trouve assez intéressant, quand on parle de la Renaissance, on voit toujours la Renaissance comme une période extrêmement fastueuse au niveau des arts. Et c'est vrai que ça l'a été au niveau des arts, de la philosophie, tout ça. Mais en fait, pour les femmes, c'était pas une période du tout fastueuse. C'est une période, en fait, c'est la période des chasses aux sorcières. Les chasses aux sorcières, c'est, selon l'analyse qu'on peut en faire, ce sont des féminicides de masse. Donc, en fait, selon la focale que l'on a, on peut voir la Renaissance comme une période merveilleuse. Et pour certains aspects, elle a été, mais au niveau du point de vue des femmes, de l'histoire des femmes, c'est pas du tout une période fastueuse, quoi. Et donc c'est vraiment intéressant la manière dont on va se positionner, en fait la manière dont on va analyser. Tout de suite, alors on voit les choses sous un autre angle. Oui, alors Evelyne Pachemaille, donc vous avez co-construit ce jeu Réunoscope avec donc Berthe Sauvenier et sa petite fille Camille, donc Berthe qu'on vient d'entendre. Comment ça s'est passé justement au niveau de la construction du jeu? Comment est-ce que vous avez choisi les différents personnages qui sont sur les cartes? Bien, ça a été choisi en fait avec Berthe et sa petite fille. Et en fait, toute la difficulté du jeu, c'était d'avoir un panel varié avec seulement 34 femmes. Et il y en a des centaines, des milliers, des millions qui ont fait des choses hyper importantes. Donc, c'était vraiment de se dire, on va prendre des femmes plus connues, comme Frida Kahlo, mais aussi des femmes dont on connaît moins le nom, comme Agnodis, par exemple. Qui a fait quoi, par exemple? Une des premières gynécologues, mais qui date, elle, d'il y a très très longtemps, puisque c'est de 350 avant Jésus-Christ. Donc en fait, on a vraiment balayé l'histoire de Lucie, la toute première femme, à aujourd'hui, avec à la fois des artistes, des scientifiques, des exploratrices, des femmes qui ont lutté, qui ont milité, qui se sont battues pour avoir leurs droits. Et d'avoir des personnes qui viennent un peu partout dans le monde. Donc c'est très varié, c'est ça qui a été toute la difficulté. Il y a aussi pas mal de Belges dedans. Oui, j'imagine. Et aussi pour pouvoir s'identifier, avoir aussi des personnes récentes, enfin montrer que la lutte, la révolution, ça ne date pas que des siècles précédents, mais ça peut se faire aussi au quotidien aujourd'hui. Oui, par exemple, on a Greta Thunberg dedans, voilà, dans les plus récentes. Mais oui, mais donc c'est des personnages aussi qui parlent, j'imagine, à une génération plus jeune. Loudine Lahaye, comment on explique que tous ces profils de femmes que je vois là étalés devant moi, toutes ces cartes, elles soient si peu présentes dans notre imaginaire, dans notre histoire, que finalement on ait si peu transmis leur histoire de génération en génération? Parce qu'en fait, on connaît mal l'histoire des femmes et ça vient notamment du fait que au moment où on a institutionnalisé l'histoire, je veux dire, on a commencé à l'enseigner et à en faire un objet d'étude, donc plus ou moins au 18e, 19e siècle, là, les chercheurs, quand ils se sont penchés sur la préhistoire, donc les chercheurs du 18e, 19e siècle se penchent sur la préhistoire. Ils le font, et je vous parlais tout à l'heure de la focale, ils le font avec leurs lunettes de l'époque, avec leur conception de l'époque. À l'époque, la sphère publique était réservée aux hommes. C'était les hommes qui faisaient des affaires, qui se déplaçaient à l'extérieur de la maison, qui avaient toute une vie publique. Et les femmes étaient à la maison, au foyer, et s'occupaient de l'espace privé. Et donc, quand ils ont analysé la période de la préhistoire, ils l'ont analysée avec ce filtre-là. Et donc, ils en ont d'office déduit que les hommes allaient chasser à l'extérieur et que les femmes restaient en gros dans la grotte, pour s'occuper des enfants. Mais voilà, il y a fort à parier que les sociétés étaient beaucoup plus égalitaires, en tout cas pour une partie de la préhistoire. Et donc voilà, on connaît très mal le rôle des femmes et on s'imagine en fait des choses sur leur rôle. Et donc après, en fait, on s'imagine que les femmes sont toujours restées au foyer. À partir de cette logique-là, on s'est dit qu'elles sont toujours restées au foyer, mais le fait est que les femmes ont toujours écrit, elles ont toujours participé, elles ont toujours fait de l'art. Voilà, elles ont peut-être eu
moins accès à certaines sphères, comme je parlais de la sphère publique, tout ça, mais elles l'ont toujours fait. Et les historiennes et les historiens ont un concept assez intéressant qui est le concept d'agentivité, qui permet de décrire les zones dans lesquelles les femmes ont réussi à avoir un certain pouvoir. Donc il y avait effectivement des droits qu'elles n'avaient pas, des activités ou des choses qui ne leur étaient pas accessibles. Mais malgré tout, il y avait des sphères au sein de la société, et c'est le cas encore aujourd'hui, des sphères dans lesquelles les femmes ont des zones d'autonomie, des zones de pouvoir. Et ça, c'est quand même assez intéressant du coup de relire l'histoire avec cette grille-là. Et là, on se rend compte en fait que les femmes ont eu beaucoup plus de pouvoir et de rôle que ce qu'on a toujours bien voulu leur attribuer. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on voit aussi, parce que vous parliez de l'art, on sait aussi qu'il y a des femmes qui ont dû se cacher, parfois se camoufler, des femmes qui ont pris des pseudonymes masculins. Alors, en littérature, George Sand, par exemple, c'est un exemple assez célèbre. Mais en fait, il y en a plein d'autres, ces profils de femmes qui devaient se cacher pour pouvoir exister dans le domaine public. Oui, et ça me fait penser à une notion vraiment intéressante de l'anthropologue Françoise Héritier qui parle de la valence différentielle des sexes. Elle nous montre que la société accorde plus de valeur au masculin. Le masculin est toujours considéré comme plus spectaculaire, on le voit d'ailleurs dans le sport. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que le sport masculin est plus spectaculaire, plus intéressant, plus digne d'intérêt. Et c'est vraiment une notion qui est intéressante à étudier et qui, je pense, peut expliquer en partie pourquoi certaines femmes se sont senties obligées de publier sous des noms masculins, parce qu'en fait, avec leur propre identité de femme, on ne les aurait pas prises au sérieux. Et c'est d'ailleurs arrivé à beaucoup d'entre elles, on a attribué leurs travaux à des hommes, parce qu'on n'aurait pas pu penser qu'une femme produise un écrit aussi intéressant, vous imaginez. Mais avec oui, leur j'ai un exemple. Petit cerveau ou leur sexe faible, mon Dieu, n'aurait jamais pu. Et où même les femmes parfois ne dénonçaient pas ça. Par exemple, Lise Meitner, c'est une physicienne allemande qui a mené des recherches importantes au début du XXe siècle. Et donc j'ai lu qu'en fait elle avait travaillé avec Otto Hahn sur la fission nucléaire. Et donc Otto Hahn a eu le prix Nobel en 1944. Il l'a eu seul alors qu'ils avaient vraiment travaillé à deux sur ses recherches. Il n'a même pas mentionné sa collègue. Et il y a un livre qui a été écrit donc sur Lise Meitner par Catherine Dufour. Et dans le livre, Catherine Dufour dit en fait, Lise Meitner ne lui en a même jamais voulu parce que voilà, c'était comme ça à l'époque. Elle travaillait sur les recherches. Elle a découvert la fission nucléaire avec lui. Mais bon, c'est lui qui a le prix, c'est logique, quoi. Il y a une certaine logique même pour les femmes. Oui, puis en plus, en tant que femme, on est quand même souvent confronté au syndrome de l'imposteur où on ne se sent pas à notre place, que ce soit, je ne sais pas, peut-être à la tête d'une société ou dans un secteur assez masculin. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas assez de compétences, que ce qu'on fait n'est pas suffisamment intéressant ou digne d'intérêt. Donc, on va parfois nous-mêmes avoir tendance à se diminuer ou ne pas forcément à se valoriser. Donc, je ne suis pas tellement étonnée en fait, de ce que vous expliquez là. Alors, on va peut-être revenir au jeu avec vous, Evelyne Pinchmaille. Donc, ce jeu Héroïnoscope, en fait, il y a différentes manières de jouer. Il y a des cartes avec donc des profils de femmes. Il y a aussi, alors au verso, des dates, parce qu'on peut faire une ligne du temps. C'est ça le principe? C'est ça. En fait, il y a plusieurs règles. Il y a 5 façons de jouer à ce jeu-ci. Il y a la toute première façon qui est justement une ligne du temps, un genre de timeline, où on replace les personnages en fonction de où on pense qu'elles ont fait leur exploit, parce qu'à chaque fois, sur chaque carte, il y a une date clé d'un fait majeur qu'elles ont fait dans leur vie. Et donc, c'est un petit peu ça. Le jeu, c'est de retrouver les périodes de l'histoire où telle ou telle femme a fait telle ou telle avancée, en fait. Ce qui est facile au début, mais très compliqué sur la fin du jeu quand il y a beaucoup de femmes, parce que là, les dates se rapprochent de plus en plus. Donc ça, c'est une manière de jouer. L'idée aussi, c'est de justement discuter autour du jeu. Donc, on met la carte, on voit si c'est bon, et puis on discute autour du personnage. On se rend compte, par exemple, qu'une a dû se travestir pour pouvoir justement partir en exploration. Ouais.
Se déguiser voilà, en homme pour pouvoir faire ce qui était permis aux hommes et pas aux femmes. Donc voilà, c'est l'idée de discuter autour de cette manière de faire à l'époque pour pouvoir quand même arriver à faire ce qu'on a envie. On se rend compte, comme on le disait tout à l'heure, que certaines femmes n'ont pas été reconnues pour leur découverte. C'est le cas pour celle qui est à l'origine de la découverte de la structure de l'ADN, Rosalind Franklin. Donc ça donne lieu à plein de discussions. Ça, c'est donc une des règles. Ensuite, il y a une deuxième manière de jouer. Une fois qu'on connaît un petit peu bien le jeu, on peut aller plus loin. Et là, c'est plutôt poser des questions sur le jeu. On va par exemple poser la question, quelles sont les femmes qui ont dû se travestir pour pouvoir justement faire ce dont elles avaient envie. Il y a plein de questions. Donc ça, c'est une deuxième façon de jouer. On peut l'utiliser aussi, ça c'est plus pour les professionnels en éducation permanente, comme un brise-glace. Donc on demande aux personnes de choisir une des héroïnes qu'ils aiment bien ou qui les interpelle, et ça permet justement de se découvrir. On a même une façon un peu plus originelle aussi de jouer, qui est un peu comme un tarot. Mais ça, c'est pour les personnes qui savent déjà un petit peu comment ça peut s'utiliser. Donc voilà, ça a le mérite d'avoir plein de façons différentes. On peut aussi jouer avec les petits-enfants. Ça, c'est un peu pour que ça soit accessible à tous. Là, c'est plus en leur demandant de trouver les femmes qui ont un lien avec les moyens de transport, et ça permet d'initier une discussion pour faire découvrir justement tous ces personnages. D'accord. Parce qu'effectivement, j'allais vous dire à qui ça s'adresse finalement ce jeu. Au départ, on se dit, Soralia l'a développé peut-être plus dans un cadre d'éducation permanente pour des animations, mais vous vous êtes dit à un moment, en fait, ça peut intéresser vraiment tout le monde. C'est ça. En fait, à la base, c'est ça. Et puis le jeu, on l'a montré, même si on en a fait quelques exemplaires au départ, il y en avait une 50aine. On l'a montré et on a vu qu'il y avait beaucoup d'engouement, et puis que ça avait vraiment un impact intéressant. Donc, on s'est dit, c'est un petit peu bête de laisser ça entre nos murs, et ce serait tellement chouette si un jeu comme ça pouvait être joué entre amis, en famille, rejoindre juste l'armoire de jeu dans toutes les familles. Ça permet de remettre un petit peu d'équilibre et de réécrire cette partie d'histoire cachée avec un grand H de la moitié de l'humanité quand même. Oui, et je disais tout à l'heure, ça peut être l'occasion de montrer des modèles à des petites filles, mais en fait, c'était un peu réducteur, parce qu'en fait, c'est des modèles pour tout le monde, pas que pour les petites filles, c'est des modèles pour finalement toute la société. Je trouve que c'est important que les garçons comme les filles connaissent cette histoire-là, puisqu'elle fait partie de notre histoire. C'est notre histoire de façon entière. Et donc, comme on ne connaît qu'une partie, autant apprendre à découvrir l'autre. Est-ce que vous avez le sentiment que, quand même, plus qu'avant, on parle de cette histoire qui est multiple, et on sait que dans les livres d'histoire, peut-être encore notre génération, on a été fort marqué par des profils d'hommes. C'était vraiment une histoire d'hommes avec quelques femmes de temps en temps qui ressortaient. Est-ce qu'aujourd'hui, avec des initiatives comme la vôtre, avec ce jeu, des livres pour enfants, des pièces de théâtre, des dessins animés où on essaie de toucher un peu ce domaine-là, est-ce qu'on commence quand même à avoir un petit peu plus, plus de visibilité finalement pour ces femmes ? Oui, je pense, et ça tient aussi beaucoup au travail de certains collectifs. Je pense notamment à l'Architecture qui dégenre, à la SBL FEMIA, qu'on a eu l'occasion d'inviter pour notre événement sur l'outil Héroïnoscope. Oui, la SBL, l'Architecture qui dégenre, qui organise notamment les journées du matrimoine, c'est ça. à côté des journées du patrimoine. Et donc ça, c'est vraiment un travail de fourmi de ces ASBL-là qui vont rechercher des profils intéressants, qui vont faire l'histoire des femmes, et puis qui après trouvent une façon, comme nous avons trouvé la façon de la transmettre avec le jeu ici, mais il y a aussi une façon qui est de se réapproprier l'espace public, donc d'aller voir l'espace public et d'aller observer l'espace public, de voir où les femmes sont dans cet espace public, ce qu'elles ont fait, notamment en matière d'urbanisme, comment, ou au contraire, là où elles ne sont pas présentes, et peut-être là où l'espace public n'est pas aménagé pour des usages de tout le monde, en fait, finalement.
Et important aussi peut-être de montrer que ça peut être accessible à tous. Alors, je m'explique, par exemple, en termes de femmes scientifiques, on parle beaucoup de Marie Curie, parce que voilà, maintenant Marie Curie, qui est la première femme à avoir eu un prix Nobel, qui a d'ailleurs eu 2 prix Nobel, mais donc qui a finalement réussi à se faire une place à côté il y a un nom à côté de son mari. Mais vu qu'il n'y a que quelques noms comme ça qui ressortent souvent, on s'est dit, c'est peut-être inaccessible parce qu'elle était exceptionnelle, elle était certainement tellement brillante que voilà, mais que c'est peut-être inaccessible pour le commun des mortels. Est-ce que c'est du coup montrer aussi qu'il y a vraiment plein de profils différents et que c'est accessible à tous? Oui, je pense, et c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que clairement, on a besoin aussi de modèles atteignables. Clairement, quelle petite fille va se réveiller le matin en se disant « ben voilà, je vais devenir la nouvelle Marie Curie ». Enfin, il faut déjà avoir une sacrée dose de confiance en soi pour le faire. Donc effectivement, c'est vraiment intéressant de montrer des modèles, mais aussi de varier un peu tous les types de modèles pour que ce soit... que les petites filles, que les petits garçons aussi puissent se dire « bah oui, c'est possible, c'est à ma hauteur ». Et notamment, par exemple, dans le sport, c'est hyper important, par exemple, quand les enfants peuvent observer des adultes autour d'eux qui font du sport. Parce que, un enfant ne va pas forcement se dire « ouais, je vais devenir... La fille cet outil, j'ai vu sa carte, j'ai vu sa carte devant lui. Mais si cet enfant autour de lui, autour d'elle, a un modèle atteignable, un parent, qui qui fait du sport, même du sport amateur, c'est aussi tout gagner à ce niveau-là, quoi. Alors, c'est tout le travail, effectivement, de casser les stéréotypes de genre et de mettre des images qui présentent des hommes et des femmes dans le même type d'activité, quoi. Aussi, oui. Evelyne Perchmaï, si je vous demandais à vous, parmi toutes les cartes qui sont étalées devant vous, une personnalité qui vous marque, qui est-ce que vous auriez envie de mettre en avant ? Moi, personnellement, j'aime beaucoup Ada Lovelace parce que c'est une des premières femmes dans la tech, on va dire. Ça date de 1843 quand même. Et elle est pionnière de la science informatique. Et donc, elle a écrit un des premiers programmes informatiques. Et elle était visionnaire parce qu'elle avait déjà... les prémices de l'intelligence artificielle quand on lit son histoire. Et donc, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, on est plongé là-dedans de savoir qu'en fait, c'est une femme qui avait déjà eu ça dans la tête en 1840, quoi. Oui. Donc ça date en plus d'il y a quand même un certain temps. J'ai envie aussi qu'on rende hommage à la personne qui a illustré en fait ce jeu, parce qu'effectivement il y a toute une série de cartes avec des dessins très colorés et très beaux. Alors qui a illustré ce jeu ? Oui, les cartes sont magnifiques, on n'arrête pas de nous le dire, les couleurs sont superbes aussi. Celle qui a illustré et qui a fait tout ce travail-là, c'est Odile Bré, c'est une illustratrice liégeoise qui fait partie pour le moment d'un collectif aussi à Bruxelles, Ton Piquant. Et en fait, elle a fait vraiment un travail formidable parce qu'elle a été en profondeur dans chaque personnage. Donc, elle s'est vraiment inspirée de l'histoire des personnages. Elle a été lire tout ce qu'elle pouvait trouver à leur sujet. Elle a écouté des podcasts en dessinant. Elle a été chercher les détails qui font que les cartes, parfois, c'est intéressant de bien les regarder. Ce qui permet aussi, parfois, d'avoir quelques indices pour mieux jouer, parce qu'elle a vraiment été sur les détails de costumes par rapport aux époques. Elle a fait tout un travail aussi sur la façon de représenter. Si on regarde Frida Kahlo, par exemple, elle est en fauteuil roulant. Et c'est pas une façon dont on la voit souvent. Maintenant, elle est un peu esthétisée, marketée, on va dire. On l'a mis dans les standards de beauté actuels. Et on oublie, en fait, le vrai personnage. Et donc, ces cartes-ci, ce qui est chouette, c'est qu'elle a vraiment fait ce travail d'aller chercher les informations les plus justes et d'essayer vraiment de mettre en avant ce qui fait le caractère de chaque personne. Donc voilà. Oui, on salue effectivement son travail. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission. Alors, j'ai quand même envie de donner les informations pratiques. C'est que ce jeu, il est en précommande pour l'instant. Il y a un crowdfunding que vous avez lancé au niveau de Soralia. Alors, ce crowdfunding, on peut le trouver sur le site de Ulule, c'est ça ? Ulule, oui. Et Ulule, et donc c'est Héroïnoscope, c'est jusqu'au 9 avril. C'est ça, ça se termine le 9 avril. On espère, on a déjà atteint les 300, donc ça veut dire qu'il va être imprimé, parce que si on ne les atteignait pas, c'est le principe de la précommande, ce n'est pas imprimé, mais là,
il va être imprimé. Donc là, c'est sûr. C'est sûr, c'est super. Ce n'est que du bonus. C'est que du bonus. Et là, en fait, on espère atteindre 500. On imprimera le nombre d'exemplaires qui est commandé. Donc après, ce sera un peu plus dur de trouver des exemplaires. Il y en aura quand même encore quelques-uns dans certains endroits clés, des commerces qui en prendront, mais pas beaucoup. Donc on invite effectivement tous nos auditeurs qui seraient intéressés à aller chercher des informations. Sur le site de Soralia, il y a déjà toute une série d'informations. Sinon, donc sur la plateforme de crowdfunding Ulule, vous tapez Héroïnoscope. C'est jusqu'au 9 avril si vous voulez précommander ce jeu. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir donné envie de jouer, donné aussi un éclairage sur toutes ces femmes qui ont fait l'histoire avec un grand H et dont on parle si peu. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Merci. Merci.